Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Aujourd'hui, on va parler exclusivement de 3 éditeurs pour 3 projets différents, 3 éditeurs français qui ont lancé une campagne, qui sont en train de lancer une campagne ou qui vont lancer une campagne sur Ulule. Donc déjà, le premier, on va les prendre dans l'ordre. Il s'agit de Symbiose que j'ai déjà reçu, ça a été super rapide. Une campagne de Subverti qui avait été lancée sur Ulule. Oula, c'est en train de se couvrir, on perd un petit peu de luminosité, mais vous voyez encore bien normalement. Donc, Symbiose, c'est un jeu malin sur la table sur laquelle on va essayer de faire une symbiose entre différentes mares, entre notre mare, mais aussi les mares qui sont à côté de nos adversaires. Il va falloir trouver une symbiose, on va marquer des points, non pas que pour notre mare, mais également avec les mares qui sont adjacentes. Donc on y reviendra tout à l'heure, un jeu qui a fait tout de suite mouche dès les premières parties à la maison. Mais là, actuellement, sur Ulule, il y a Set Watch. Donc j'ai ressorti mon deuxième opus de Set Watch qui s'appelle Mercenaire. Rappelez-vous, j'avais 2 opus, j'avais le premier et le deuxième. Et je m'étais séparé du premier, effectivement. J'avais un choix à faire. Bon, je m'étais dit que le 3e opus ne sortirait jamais en localisation. C'était un petit peu, comment dire, c'était peut-être un petit peu risqué pour un éditeur parce que ça demande beaucoup de copies pour que ce soit rentable. Et là, super heureux que Bad Boon Game nous propose justement ce 3e opus sur Ulule. Et c'est pas tout. Le 3e opus s'accompagne aussi de l'option de pouvoir prendre une boîte qui regroupera les 3 boîtes, les 3 core box, en nous proposant un mode campagne. Alors là, ça me titille parce que du coup, j'ai ressorti mon 2e opus pour me dire est-ce que je craque, est-ce que je craque pas. Et moi qui ai vendu le premier opus, je craque. Je vais rechercher à nouveau en occasion ce premier opus pour avoir les 3, pour les mettre dans la boîte, la bitbox, et pouvoir justement faire ce mode campagne. Alors, on va passer en vue du dessus pour parler de ce jeu, qui est un jeu, c'est pas du Tower Defense, c'est pas du Castle Defense, c'est du feu de camp défense avec placement de dés. Alors, voilà, vous le voyez en vue de dessus. Donc, ça, c'est le 2e opus, c'est Mercenaire. Chaque opus, un petit plus, le petit plus du 2e opus, c'est justement des marchands, un marchand avec justement des objets que l'on peut acheter. Voilà, donc dans le premier opus, il n'y avait pas cela. C'est pour ça que j'ai préféré garder le 2e, qui du coup est un petit peu plus complexe aussi, un petit peu plus dur. Il faut gérer aussi les objets pour s'en sortir. Comment ça va se passer? Eh bien, nous avons 4 personnages. Toujours 4 personnages. Que vous soyez seul, que vous jouiez à 4, il faudra toujours gérer 4 personnages. Pour moi, c'est un jeu solo par excellence parce que justement, gérer 4 personnages, se mettre d'accord sur le placement des dés, ça va plus vite en solo, forcément. Donc comment ça va se passer? Vous voyez que chaque personnage a des dés différents et ces dés, on va les lancer en début de tour. Ils vont nous permettre soit de taper directement les monstres, de débloquer des capacités, de faire des actions. Pour celui qui restera au camp, ça lui permettra de gérer le campement pour faire des petites actions qui vont nous arranger, mais aussi celui qui est au camp pourra se soigner un petit coup. Donc là, c'est une partie qui est déjà en cours, donc ne vous offusquez pas. Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement, on va partir sur 8 lieux que l'on va devoir traverser, plus un dernier lieu. C'est un peu notre étape finale. Dans les 8 premiers lieux, il y aura toujours un personnage qui devra rester au camp pour gérer le camp avant l'attaque des monstres. Et oui, le feu de camp, le soir, va attirer les monstres. Il va falloir faire une pile ici et on va les battre un par un pour essayer de s'en sortir jusqu'à la fin de la nuit pour pouvoir aller à l'étape suivante. Donc, les étapes, elles sont personnifiées ici. Bon, je vais me spoiler, je vais retirer des cartes après, hein, c'est pas grave. Donc, à chaque fois qu'on a un tour, je vais vous montrer celui-là par exemple. À chaque fois qu'on a un tour, on va avoir une étape qui va nous définir effectivement où est-ce qu'on est. Il va y avoir une petite règle à chaque fois, un petit événement à chaque fois. Et qu'est-ce que ça va définir? Ça va nous définir le feu de camp, comment il s'éteint un petit peu, comment il baisse en intensité, mais également le nombre de monstres qui vont être attirés par le feu de camp. Donc pour celui-ci, le passage caché, j'aurai 7 ennemis qui vont arriver. Mais bon, on n'en est pas là, il faut d'abord que je fasse ma gestion de camp. Donc on va prendre la petite fiche pour ne rien oublier, pour vous expliquer tout ça, et pour prendre ça dans l'ordre du tour. Donc il y a ces lieux à traverser. Il y a notre feu de camp qui est ici, qui est personnifié par un petit meeple de feu, et je suis actuellement sur le 7. Comme au début de la partie, on commence la partie au début du 7, et à quoi ça sert? Eh bien, vous voyez, il y a des crânes autour du feu, ici. Eh bien, tout simplement, ça va nous permettre de savoir les monstres, jusqu'où on peut les voir. Oui, donc je vais avoir des actions
pour le personnage que je vais choisir d'envoyer au feu de camp, des actions pour pouvoir raviver le feu, des actions pour pouvoir aller voir les monstres, pour pouvoir gérer justement, aller un petit peu en reconnaissance et planifier, on appelle ça, pour voir un petit peu les lieux que l'on va pouvoir voir, les lieux qui ne sont pas prévus sur notre route, mais ça va nous permettre de switcher, de faire un choix. On va y revenir tout de suite. Allez, dans l'ordre du tour. On lance les dés. Bon, bah moi, là, je les ai déjà lancés. On lance tous les dés de tous nos personnages. Donc, vous voyez, il y a des personnages avec des D4, des personnages avec des D8, des personnages avec des D12 et des personnages avec des D6. Chacun a vraiment une philosophie propre et je trouve que les archétypes, ils sont un petit peu plus poussés, un petit peu plus différenciés, justement, dans la deuxième boîte. Donc je pense que dans la troisième, ce sera peut-être encore plus poussé avec, je crois qu'il y a 4 personnages, alors que dans la boîte numéro 2, il y en avait 6. 4 personnages dans la boîte numéro 3 qui s'appelle Forsaken Isles. Désolé pour l'accent anglais pourri. Donc ici, nous avons une sorcière qui a un familier chat qui peut venir à son aide. Nous avons un chasseur de tête ici qui peut avoir des trophées quand il participe à un combat avec des ennemis. Il peut garder la carte de l'ennemi et il y a un type et certaines de ces cartes, en fait, de ces actions permettront d'utiliser les types ici pour, par exemple, tuer directement les ennemis de ce type, des choses comme ça. La barbare qui, elle, c'est une bourrine, effectivement, avec ses D12, elle frappe directement, elle ne peut pas utiliser ses dés pour activer des compétences ici. Il faut les épuiser, on va y revenir tout à l'heure. Et le moine ici qui est un petit peu plus classique. Vu que c'est le deuxième opus, la nouveauté du deuxième opus, c'était la marchande. La marchande qui nous apporte des objets. Donc vous voyez, ils sont déjà équipés, j'en ai déjà acheté. On y reviendra tout à l'heure. Alors, maintenant que j'ai lancé mes dés, que je vois effectivement les résultats que j'ai des personnages qui ont fait des moins bons lancers de dés, donc c'est peut-être comme ça que je vais choisir quel personnage va rester au campement cette nuit. Eh bien, je vais choisir que ce soit la sorcière, parce qu'elle a fait un 1, un 3 et un 1. Alors la sorcière, c'est pas parce qu'elle a des D4 et qu'on se dit qu'elle a des plus petits chiffres qu'elle n'est pas intéressante, notamment par le chat familier. Donc la sorcière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir au camp. Pendant notre aventure, chaque personnage devra aller au camp 2 fois. Vu qu'il y a 8 étapes, plus la dernière étape dans laquelle on s'en fichera du feu de camp, tout le monde ira à l'action. Effectivement, tout le monde ira 2 fois au feu de camp pendant la partie. Donc, à ne pas oublier, parfois ça peut permettre de choisir, on se dit, ce personnage-là ou ce personnage-là, bon, de toute façon, celui-là, il est jamais parti au feu de camp, il va bien falloir qu'il y aille avant la fin, donc quand on a un choix à faire, ça peut un petit peu décider ça. Des petits pions, justement, pour un rappel, pour se rappeler que les personnages sont allés 1 fois au feu de camp, ou 2 fois, c'est écrit de l'autre côté. Donc pour l'instant, vous voyez, il n'y a que le moine chez moi qui n'est pas encore parti au feu de camp. Il a 2, 6 et 2. Ça pourrait peut-être être intéressant qu'il aille au feu de camp. Allez, je vais choisir que ce soit lui, ce coup-ci, qui aille au feu de camp parce qu'il n'est pas encore parti. Au feu de camp, quelles sont les actions qu'il va pouvoir faire? Alors je vais reprendre dans l'ordre pour rien oublier et pour vous expliquer tout ça. Ce qu'il peut faire au campement, eh bien d'abord, il peut aller couper du bois. Couper du bois, il va choisir de prendre un dé et le placer ici. Vu qu'il y a l'extension avec le marchand, il y a certaines cases, vous voyez, qui ont déjà une petite pièce ici, vous voyez. Eh bien, je récupérerai les pièces si je mets un dé dessus. Donc là, ce n'est pas le cas pour couper du bois parce que je l'ai fait tout à l'heure. Donc, en coupant du bois, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je vais raviver le feu pour 2. Je vais couper du bois, je vais raviver le feu. Je prends mon petit meeple de feu ici, qui était sur le 7, je lui rajoute un 2. Non pas parce que c'est la valeur du dé, mais c'est à chaque fois qu'on met un dé, c'est 2, on augmente de 2 là. À quoi ça nous sert, ça, de raviver le feu? Eh bien, tout simplement, parce que vous voyez, il y a des petits crânes, et ces petits crânes vont nous permettre de voir quand les monstres vont nous attaquer parce qu'ils sont attirés par le feu, eh bien, c'est la distance à laquelle on va pouvoir voir les monstres pour les frapper. Voilà, enfin, pour gérer un petit peu notre tactique, on va dire, parce que c'est pas ça, les frapper, on y reviendra tout à l'heure, c'est autre chose. Mais au moins, là, vous voyez, j'ai dépassé le 2, donc, potentiellement, je pourrais voir les 2 premiers monstres pour les attaquer ou faire des actions dessus, tout simplement. Quelle est l'autre action que je peux faire? Eh bien, je peux observer. Alors, observer, si je mettais un dé, ici, je récupérerai la petite pièce s'il y en avait une, et vous voyez, il faut que ça monte, effectivement. Si je mets un 2 ici, eh ben, je ne pourrais pas mettre un autre 2, il faudra que ce soit plus puissant. Je pourrais mettre un 6. Je peux faire ça plusieurs fois. Observer. Et observer à quoi ça sert? Eh bien, ça me permet de piocher 2 cartes au-dessus de la pile créature et de les replacer au-dessous ou au-dessus de la pile, dans l'ordre souhaité, justement avant l'attaque des créatures. Donc, c'est un petit aspect tactique. On continue. Si je veux faire planifier, planifier qui est ici, vous voyez, hop, je retire les petites cartes, eh bien il faudrait que je mette un dé 4
ou plus. Donc je serais obligé ici, dans mon cas, de mettre un 6. Vu qu'il y avait une petite pièce, je la garde pour moi, je la mets dans la besace ici. Alors voilà, on va dire que j'ai fait ça. Hein. Voilà. Et planifier, à quoi ça sert? Eh bien, planifier, ça va nous servir justement de apprendre une carte de la pile quête de la pile des lieux inutilisés dans la partie, qui est ici, de prendre la prochaine quête qui est ici, le prochain lieu, de les regarder et de choisir justement, de faire un choix. S'il y a une quête qui ne m'intéresse pas, eh bien forcément, ou qui ne m'avantage pas, vous voyez celle-ci par exemple, elle va me permettre, cette quête, d'augmenter le feu de camp de 1, et il n'y aura que 6 ennemis, c'est pas énorme. Et le feu ne pourra pas être détruit. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, qui peut être un avantage. Justement, il y a ce petit icône de repos. C'est une carte qui est bénéfique. Hein. Franchement, c'est du repos par rapport à d'autres cartes qui sont vraiment pourries. Vous voyez, hein, l'autre en face, c'est pas la pire, mais celle-là, au lieu d'augmenter mon feu de camp, elle la baisse. Bah oui, baisser mon feu de camp de 1, 6 ennemis encore, et l'aventurier au campement ne peut pas réaliser l'action couper du bois. Donc ça va me faire baisser mon feu, et en plus, je ne peux pas le raviver. Donc ça peut ne pas être intéressant ça. Donc ça, qu'est-ce que j'en fais? Hop, je choisis grâce à l'action planifiée, je la mets en dessous dans les lieux inutilisés, et ça, je sais que ce sera mon prochain lieu que je rencontrerai. Un petit peu de repos, ça fera du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre après planifier? On a soigner ici. Alors soigner, il faut absolument mettre un 6. Bon, un 6 ici, c'est pas forcément facile. Et à quoi ça sert de soigner? Eh bien tout simplement, vous voyez les cartes qui sont ici, il y en a certaines qui sont retournées, qui sont en gris. Ça veut dire que mon personnage est épuisé, il commence à s'épuiser. Si les 3 cartes sont retournées, mon personnage est mort. Il est mort d'épuisement. Donc on y reviendra tout à l'heure pourquoi on épuise les cartes ou pas en fait. Mais chaque personnage au début du tout de la partie viennent avec 2 cartes tirées au sort en position normale et une carte tirée au sort avec l'épuisement. Il y a d'autres cartes ici, on pourra justement faire, la dernière action qu'on pourra faire justement, c'est de changer ça. Donc, mon personnage qui était ici, qui était le moine, il est ici. Si j'avais un 6, je pourrais soigner une carte pour lui ou pour un des autres aventuriers. D'ailleurs, j'ai oublié, vu qu'il est au camp, eh bien, je peux retourner une des cartes qui n'est plus épuisée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons également s'équiper, l'emplacement qui est ici, j'en ai pas parlé. Ça permet d'échanger une capacité sur la fiche de personnage avec une des capacités mises de côté. Et oui, comme je vous ai dit, ces capacités, il y en a 3 qui sont tirées au sort parmi un pool de 5. Donc ça permet d'adapter un petit peu les stratégies pour adapter au personnage. Ça peut être intéressant. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour? Eh bien non. On a ici justement les cartes lieux, la future carte lieu qui arrive. Vous voyez, dessus, il y a des runes. Alors, les runes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si j'ai des doubles sur mes dés, parce que tout à l'heure, c'est ce que j'avais 2, 6 et un 6, 2, 2 et un 6, eh bien, si j'ai minimum un double, je peux placer ces 2, 2 sur les petites runes qui sont ici. Et chaque rune me permet d'avoir une action. Si je fais un triple, je peux mettre les 3 dés ici, mais dans ce cas-là, je pourrais faire aucune autre action, mais ça débloquerait les 3 actions des runes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la rune scellée, qui est ici. Elle nous permet de retirer un damné du cimetière et de le placer sous la pile des damnés. Alors, les damnés, c'est des monstres un peu particuliers qui sont là, qui nous embêtent bien. Qui sont un peu particuliers. Je ne voulais pas vous montrer les créatures tout de suite. Il y a les créatures classiques, voilà, qui viennent. Il y a les acolytes et il y a les damnés qui sont ici. Ils sont un peu plus puissants, ils font plus mal. C'est vraiment des vilains. Ceux-là, on n'aime pas les rencontrer et parfois ils reviennent du cimetière. Ou alors une fois qu'on a fini la pile, bah forcément ils vont revenir. Donc, vous voyez, scellé, ça peut être intéressant. Voilà, de retirer du cimetière pour la remettre sous la pile des damnés. C'est tous les autres damnés, ils sont ici. Et justement, je les rapatrie suivant des événements. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Ici, on peut faire vaincre. On peut retirer du jeu la carte du dessus de la pile horde. Excusez-moi. Donc, si on sait déjà que ici, on va avoir un ennemi qui est bien chiant, eh bien, on pourrait le retirer du jeu définitivement. Comment on pourrait savoir ça? Eh bien, tout simplement, vous le savez bien, il y a l'action observée. Donc, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a soutenir. Soutenir, c'est tous les aventuriers sentinelles, donc tous les autres, qui vont défendre le camp, sauf celui qui est ici. Hein. Les sentinelles, c'est ceux qui vont défendre le camp, pas celui qui gère le campement. Eh bien, tout simplement, ils peuvent choisir de relancer tout ou partie de leur dé. Voilà, c'est les 3 runes qui sont ici. C'est encore une option en ayant des dés doubles ou des dés triples. Voilà, suivant ce que l'on veut faire. Une fois qu'on a fait toutes nos actions, qu'on a tout fait ici, là vous voyez j'ai un petit peu de sous, eh bien c'est l'extension qu'il y avait dans Mercenaires, c'est la marchande. La marchande me propose 3 objets ici.
Ces objets, on peut en avoir 2 maximum par personnage et il y a plusieurs moyens de les utiliser. On verra ça tout à l'heure. Donc, avec l'argent que j'ai ici, je peux très bien acheter des objets pour les placer pour mes personnages. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fait cette phase de marché, qu'on l'a fini, tous les endroits où il n'y avait pas de dés, voilà, parce que je crois que j'ai fait ça, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, on va dire. Tous les endroits où il n'y avait pas de dés, eh bien, tout simplement, je rajoute une pièce. Voilà. Et ce sera plus intéressant pour le prochain tour, peut-être de venir chercher tout ce petit pécule de soigner. Si j'arrive à soigner quelqu'un, ça me fait récupérer 2 pièces. À voir. Donc, si on fait toujours les mêmes actions, on ne récupérera pas de pièces. Voilà, donc ça engage aussi à changer un petit peu les actions, à ne pas toujours faire la même chose au campement, ça peut être intéressant ça aussi. Donc, ouais, je vais retirer parce que j'ai pas fait mon tour là. Hein. Voilà, je crois que ça m'a fichu en l'air ma partie en vous expliquant ça, mais tant pis, c'est pas grave, je repartirai avec bonheur sur une nouvelle partie. Une fois qu'on a fait cette phase de marché, on passe à la phase de guet. Alors, la phase de guet. On a notre pile de créatures qui est ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, effectivement, il y a 7 ennemis qui vont être attirés par le feu de camp. Je fais ma pile ici. Hop, je retire mon petit pense-bête. Voilà. Et c'est la pile des créatures qui va venir m'attaquer lors de ce tour. Et donc, ces 3 personnages vont devoir me défendre pour les battre. Hop. On voit que le feu de camp a dépassé le crâne numéro 2, donc 2, je peux voir les 2 premiers ennemis. Donc je retourne ici, nous avons un vampire. Une fois qu'il est révélé, voler le plus haut dé disponible et ajouter sa valeur à la vie du vampire. Ah, le saligo! Ah, ça m'embête, parce que j'ai 2 8 et j'ai un 6. Lequel il faudrait mieux que je sacrifie. Bah voilà, je vais sacrifier le 8 qui est ici, ou le 8 qui est ici, de la bourrine. Ah, ça m'embête, hein. Voilà, donc le vampire qui n'avait que 4 points de vie ici, ça me permet de vous montrer la topographie d'une carte avec un ennemi. Là, c'est les points de vie de l'ennemi. Ici, c'est les points qu'il fera s'il est encore vivant à la fin du tour. Donc les points ici, en fait, c'est les points de dégâts qu'il fera. Les points de dégâts, ce sera à nous de choisir. S'il y a par exemple 4 points ici, il faudra que je prenne 4 compétences pour les épuiser. Donc vous voyez bien que ça pourra me faire perdre, c'est un peu l'équivalent de faire perdre les points de vie hein, quand même. Donc c'est assez embêtant. Hop là, attendez, je retire ça parce que c'est embêtant, on n'a pas assez de place. Voilà, vous voyez pas assez sinon. Voilà, donc toute cette pile. Donc je révèle, j'applique, parce que c'est le cas. Donc il a 12 points de vie, ça m'a vraiment embêté, c'est un mort-vivant. Le deuxième, le suivant, qu'est-ce que c'est? Une wyrm de gel. Si lui, il arrive en première position, moins X au feu de camp, donc il va éteindre le feu de camp, où X est égal au nombre de capacités épuisées des aventuriers sentinelles. Oh, ça m'embête un peu, hein, parce que 1, 2, 3, oh là, j'ai pas envie de baisser mon feu de camp. Donc lui, il va falloir que je le batte avant qu'il soit en première position. Vous voyez, il y a toujours ce jeu aussi des effets qui sont tout de suite, qui sont quand il y a des placements des ennemis. Donc ça, c'est toujours intéressant à suivre. Les autres, je les dévoile pas parce qu'ils sont trop loin. Avec la lumière du feu de camp qui n'est pas assez fort, je peux pas voir assez loin. Et qu'est-ce que je peux tuer? Qui je peux frapper? Eh bien, ces 2 personnages-là, vous voyez, c'est des corps à corps. Donc, ils ne peuvent frapper que le personnage qui est en première position. Ceux-ci, ce sont des distants. Donc, ils peuvent frapper le premier ou le deuxième. Comment est-ce que je pourrais me défendre? Alors, je pourrais me défendre directement avec les dés. Les dés, vous voyez, il y a les valeurs, c'est les points de dégâts que je peux faire avec ces personnages, directement. La barbare, elle est basique. Les dés, elles peuvent lui servir qu'à ça. Donc, ce que je pourrais faire, c'est par exemple, celui-là, il m'embête. Je pourrais faire, ben voilà, je pourrais utiliser 8 et il me faut encore 4. Ben, soit je prends un dé ici, ou un autre peut l'assister justement pour l'aider à tuer le vampire qui a 8 plus 4. Ça ferait 12. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Eh ben, je pourrais très bien faire le 5. Et ça me permettrait de tuer le vampire. Mais c'est pas dans mon intérêt. Parce que comme vous avez vu, la wyrm de gel, dans ce cas-là, elle serait au premier plan, et dans ce cas-là, eh ben, je serais bien embêté parce que ça baisserait mon feu de camp. Parce que la wyrm de gel, thématiquement, elle arriverait, elle soufflerait de la glace ou du froid, et ça baisserait un petit peu mon feu de camp. Donc, c'est pas dans mon intérêt. Là, je peux utiliser, du coup, les dés des distants. Les distants qui peuvent frapper directement le wyrm de gel. Vous voyez la philosophie. De même, utiliser les capacités. Les capacités qui sont ici, je peux les utiliser de plusieurs manières. Tout simplement en prenant un dé et en le plaçant pour activer la capacité. Ou alors, si je n'ai pas de dés ou que je veux faire l'économie de dés, je peux épuiser cette carte. Mais par contre, épuiser, ça épuise mon personnage, ça me rapproche.
de la perte de ce personnage, de sa mort. Alors c'est pas forcément intéressant. Donc vous voyez, c'est toujours du placement de dés et de la philosophie pour savoir est-ce que je vais à l'économie des dés pour faire toute cette rangée et essayer d'avoir le moins de points possible à la fin qui vont me faire épuiser des cartes. Toujours des choix difficiles. Et c'est pour ça que je trouve que ce jeu en solo, il donne toute sa puissance parce que vraiment, on brainstorm avec nos 4 personnages. Enfin 3 personnages à l'action plus 1 au feu de camp. À plusieurs, effectivement, les parties peuvent être un tout petit peu plus longues parce que justement, il faut se décider entre nous. Et il ne faut pas, effectivement, qu'il y ait un personnage qui joue, une personne qui joue pour tous les autres. C'est chacun ses choix. Et c'est pas forcément facile de se mettre d'accord. Donc le jeu, moi je le privilégie en solo, à 2, peut-être pas à plus. Voilà, c'est mon avis personnel. Par contre, en solo, il est exceptionnel. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut vraiment que je la batte. Qu'est-ce que je pourrais faire? Avec ce personnage-là, c'est des trophées. J'ai pas de trophée dragon, une créature dont le type correspond, non. Révéler des créatures. Alors là, je peux pas faire grand-chose. Ici, la sorcière, sa chance, c'est qu'elle a un chat familier. Le chat familier peut attaquer la créature révélée en première position. Voilà, c'est pas le cas. Par contre, de l'autre côté, il y a un corbeau familier. Et pour activer, pour retourner cette carte, je peux faire une métamorphose, retourner votre familier, puis éliminer une créature révélée avec une vie de base inférieure à X. X est égal à la valeur du dé plus la vie du familier. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que justement, le familier est à 3. Si je retourne, là, j'ai ça. Ça ne va pas me servir à grand-chose parce que ça me ferait 3 maximum, plus les 3 en dessous. Ça ne suffirait pas. Il va vraiment falloir que je fasse, du bourrinage pur. Donc ce que je vais faire, c'est que lui, il va utiliser 6. Et lui, il va utiliser 1 et 1. Voilà. Je me retrouve à 8. J'arrive à battre la Wyvern. Hop! J'ai quand même utilisé 3D uniquement pour un personnage. Hein. C'est un petit peu embêtant. Le prochain, parce qu'il se rapproche et il est visible avec le feu de camp, c'est une horde de zombies. Et qui a un effet permanent. Et c'est un mort-vivant. Vous voyez, c'est écrit en dessous. Donc, au point de vie de la horde de zombies est toujours ajouté les points de vie de base de la créature au sommet du cimetière, donc plus 8. Vous voyez des effets comme ça qui peuvent s'enchaîner, qui sont un petit peu embêtants. Mais là, le chasseur de tête pourra m'aider. Pourquoi? Parce que si j'utilise une de ces capacités qui est ici, voilà, exactement. Vous voyez, je peux utiliser cette capacité, éliminer une créature révélée dans la rangée dont le type correspond au trophée d'un de vos trophées. Alors les trophées, pour ce personnage-là, c'est vraiment atypique. Eh bien, vous voyez, si vous voyez, ce personnage-là, j'aurais très bien pu, vu que lui, il a participé à l'avoir tué, eh bien, j'aurais pu le mettre en trophée. Je peux en avoir jusqu'à 3, voilà, des trophées. Et les trophées, vous voyez, j'ai un trophée dragon, j'ai un trophée mort-vivant. Eh bien là, si j'utilise ça, donc soit avec un dé, soit en l'épuisant, c'est ce que je vais faire, j'élimine une créature révélée dans la rangée dont le type correspond au type d'un de vos trophées. Mort-vivant, mort-vivant. J'élimine les morts-vivants. Tout simplement. Vous voyez, j'ai pas utilisé de dé quelque part. Mais par contre, j'ai épuisé ma carte. Ça, c'est embêtant. Voilà. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je vous ai pas expliqué non plus? Autre chose, les objets. Les objets, on peut les utiliser de plusieurs manières. Il y a des personnages, des marteaux qu'il faut activer. Donc activer, ce serait en utilisant un dé. On peut les épuiser. Épuiser, c'est exactement la même chose. Alors moi, je vais le retourner comme ça. C'est exactement la même chose que si mon personnage, j'utilisais une capacité. Voilà, je le retourne. Et je récupérerai une capacité, un objet épuisé uniquement en allant au feu de camp. Sauf que ce personnage-là, de toute façon, il est au feu de camp, donc il ne peut pas participer au combat. Vous voyez, il y a aussi des capacités passives. On fait ça pour le tour, on élimine tous les ennemis. Si on ne peut pas éliminer tous les ennemis, voilà, on va dire que j'ai tout éliminé sauf celui-ci. Eh bien, tout simplement, vous voyez, il y a un 1, je cumule tous les boucliers ici. Ça veut dire qu'il y a une capacité qu'il va falloir que je retourne sur un de mes personnages. Bon, je vais retourner cette capacité-là. Et vous voyez, je commence à avoir chaud parce qu'il y a pas mal de capacités épuisées. Il va vraiment falloir que je fasse des soins ou que je fasse tourner les personnages au feu de camp pour pouvoir justement les soigner un petit peu à chaque fois en les faisant tourner. Vous voyez, un jeu qui se déroule très facilement. Les règles ne sont pas compliquées, elles ne sont pas complexes, ça se déroule très bien. Franchement, c'est un jeu qui roule très bien. Quels sont les reproches? Comme je vous ai dit, moi je privilégie le solo sur ce jeu-là, peut-être à 2. Mais à 4, je trouve que c'est un peu trop long. Parce que justement, on doit discuter du placement de dés pour se mettre d'accord entre nous. C'est pas forcément le plus judicieux. À 4,
j'éviterai ce jeu parce qu'à 4, on peut vite arriver sur des parties d'1 h 30, c'est pas forcément ce que je recherche. Alors que solo, avec 4 personnages, ça va quand même relativement vite. Je fais des parties en 1 heure assez facilement parce que bah, je connais à force. Hein. Voilà. Les évolutions justement entre les différentes boîtes. La première boîte n'a pas ce module de marchand. La première boîte a des archétypes qui sont beaucoup plus simples, je trouve, qui sont plus basiques. Il n'y a pas un personnage avec un familier, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas ce système de trophée sur un personnage. C'est des archétypes plus basiques, on va dire. Donc c'est très bien pour commencer la première boîte. La deuxième boîte, il y a ce module marchand avec justement les objets. Et les objets, c'est intéressant parce que ça rajoute un élément en plus. Il faut gérer l'or ici. Donc comme je vous ai dit, il ne faut pas toujours faire les mêmes actions parce qu'il faut réussir à récupérer les piles d'or. Donc bon, ça peut être intéressant. Par contre, effectivement, je trouve que les ennemis, que ce soit les damnés, oui, parce que je ne vous ai pas parlé des ennemis, donc il y a les ennemis classiques, il y a des acolytes qui permettent d'aller chercher dans le cimetière une carte invocation, de la mélanger. Alors, qu'est-ce que c'est une carte invocation? En fait, c'est une carte ici. Il y en a suivant votre niveau de difficulté du jeu que vous en mettez dans la pile, et ça permet d'épuiser, ça épuise des cartes. Et ça fait venir des damnés. Et les damnés, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les personnages un peu les plus puissants. Voilà. Sachant qu'à la fin de la partie, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, dans le dernier tour, j'en ai pas parlé, excusez-moi. Vous voyez cette carte ici que je n'ai pas réussi à repousser. Elle va pas dans la pile, ici. Non, elle va se cumuler dans une pile de horde. Et ça, la horde, eh bien, il va falloir l'affronter à la fin de la partie avec le boss. Et oui, parce qu'on a tiré un boss. Alors, hop, je vais aller chercher ça au fond. Ah, avec les sleeves, j'ai pas d'ongles, j'ai du mal à récupérer. Hop là. Vous voyez, là, j'ai tiré au hasard un boss qui est ici. Et ce boss, bah justement, eh bien, il va falloir que je le batte à la fin avec tous les personnages que je n'ai pas réussi à repousser depuis le début de la partie. Ils vont se cumuler. Donc vous vous doutez bien que la horde, on peut arriver à la dernière étape, la 9e étape. On a nos 4 personnages parce qu'il n'y aura pas de feu de camp à gérer. Mais par contre, eh ben oui, on va se retrouver avec les personnages les ennemis qui vont venir, plus toute la horde, plus le boss. Et là, c'est un petit peu l'apothéose à la fin. Donc même si vous êtes content que vous êtes arrivé à la 9e étape, si vous n'avez pas bien géré, si vous avez fait juste de la survie et que vous arrivez un petit peu trop épuisé avec tout ce qui se présente dans la horde, ça peut être difficile. Voilà. Donc un jeu assez complexe hein, quand même pour réussir. Voilà. Il y a un bon niveau voilà, qui est gérable justement avec ces cartes. Voilà, il y a des niveaux de difficulté avec les cartes et invocations. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, les damnés, il y en a énormément des damnés, donc c'est intéressant, ça change un petit peu les parties. Dans les autres cartes, voilà, il y a d'autres acolytes, il y a d'autres invocations, et il y a d'autres damnés, il y a d'autres boss. Donc c'est assez intéressant comme jeu, ça renouvelle à chaque fois les parties. Voilà, donc le deuxième opus, le marchand. Le troisième opus, qu'est-ce qu'il va nous présenter? Alors le troisième opus, il peut être intéressant même pour débuter dans le monde de cette watch. Qu'est-ce qu'il va apporter? Ben, un truc, justement, je vous ai parlé des durées de partie. Alors les durées de partie, solo, ça peut faire 1 heure, 1 h 15 si on connaît bien. À plus, ça peut s'éterniser un petit peu, surtout si on est 4 joueurs. Et bien justement, dans le module du troisième opus, au lieu de faire en 8 tours plus 1, 8 étapes plus une étape, et bien justement, on fera un mode un peu plus court qui s'appelle la chasse au kraken. Donc j'ai pas trop les détails dessus et qui justement ferait 5 tours. Donc ça réduirait le temps de partie. Ça peut être intéressant parce que c'est une des choses qui est décriée dans cette watch. Effectivement, c'est peut-être un peu trop long. Donc ça, c'est intéressant, premier point. Et le deuxième point, un autre module qui permet d'avoir des cartes menaces avec des événements, je ne sais pas trop, voilà. Donc je pense que ça permet d'avoir encore un degré de difficulté supplémentaire suivant les événements avec une petite mécanique en plus. Voilà, ça c'est pour le troisième opus. Et effectivement, moi, ce que je ne pensais pas voir sortir, et là je suis super content que ce soit proposé par l'éditeur, bien justement la Big Box, qui permet de regrouper les 3 boîtes et qui permet d'avoir un mode campagne. Voilà, un mode campagne qui va utiliser justement les 3 boîtes au fur et à mesure pour changer les environnements. Donc on va partir avec des personnages de la boîte de base, de la première boîte, et on va avoir des personnages qui vont mourir, qu'il faudra remplacer au fur et à mesure de l'aventure pour survivre jusqu'à la fin. Ça, je trouve le concept excellent parce que c'est un jeu qui peut se jouer tout à fait en one shot et ça il est génial. Et en plus lui donner un mode aventure. Voilà, ce ne sera pas un mode aventure qui va nous durer non plus des heures et des heures comme si on avait une campagne de 50 heures. Donc bon,
ça peut être intéressant, ça peut rajouter un petit truc en plus, et moi ça m'attire parce que à la rigueur, c'est une campagne sur un jeu où je connais déjà les règles et je sais à quoi m'attendre. Donc je pense que je ne serai pas déçu là-dessus. Voilà. Seul problème, c'est que j'ai revendu ma première copie. Bon, bah ça va être résolu bientôt. Voilà. Allez, je vais repasser en caméra de face. Elle est où? Elle est ici, voilà, me revoici. Le soleil, il va, il vient, j'avais pas fermé les rideaux, vous avez vu. Ah, ça fait du bien, on a du soleil. Et maintenant, je vais vous parler de Symbiose. Alors Symbiose, je vais faire de la place, je vais le mettre en place et on revient avec la magie du non direct. La mise en place est effectuée, ma mare est ici, donc elle est composée de 8 cartes qui sont cachées. Ici, nous avons une rivière, la rivière avec 4 cartes qui sont montrées et j'ai 2 adversaires ici qui ont aussi 8 cartes chacun. Donc vous voyez peut-être pas à l'écran, hein, mais il y a bien 8 cartes. Donc le jeu, c'est vraiment d'être en symbiose avec les autres mares, réussir à avoir une mare, nous, qui fonctionne pour essayer de scorer un maximum, mais également le twist, c'est de pouvoir scorer avec les mares des autres. Donc ça va être de l'adaptation. Un principe qui est relativement simple, vous allez voir, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de commentaires comme quoi ça ressemble à du Skyjo, des choses comme ça. Oui et non, hein. Oui, effectivement, il y a des cartes ici, on va aller chercher pour remplacer les cartes qu'on a dans notre mare, mais c'est tout, ça s'arrête là. Le vrai twist, c'est qu'effectivement, les cartes qui sont à ma droite ici, dans cette colonne, vont me permettre de scorer suivant la mare de mon adversaire de droite, et les cartes qui sont ici vont me permettre de scorer grâce à la mare de mon adversaire de gauche. Donc il faut être le plus en symbiose possible avec les mares de mes collègues qui sont à côté et avec ma mare à moi. Bon, allez, trêve de blabla, comment ça se passe? Ici, nous voyons, il y a des cartes différentes. Dans les cartes, vous voyez à chaque fois un animal et plusieurs chiffres à l'intérieur possibles. Donc il y a des cartes qui nous permettent de scorer directement. Vous voyez ici, le poisson, si je le mets dans ma mare, il me donnera en fin de partie directement 6 points. Donc ça peut être intéressant, c'est ce que je peux faire. Voilà, tout de suite, je vais prendre une carte, je la mets dans ma mare, donc je prends une de mes cartes pour remplacer une carte qui était face cachée, que je retourne et qui va à la rivière. Voilà. Et on passe au personnage suivant. Le personnage suivant, bah, qu'est-ce qu'il peut prendre? Eh bien, ce qui peut l'intéresser, par exemple, c'est, il va se dire, eh bien, moi, mon collègue d'à côté, qu'est-ce qu'il a? Il a du vert, j'ai rien pour l'instant pour simuler. Bon, allez, je vais parier. Je joue comme ça hein, pour l'instant, hein, c'est voilà, j'ai pas prévu les cartes. Je prends un poisson et je le mets ici sur ma colonne de droite. Hop, j'avais un escargot rose. Eh bien, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, vous voyez, ici, pour scorer, toutes les tuiles roses, toutes les cartes roses, me rapporteront à cette personne 2 points. Mais vu que c'est dans sa colonne de droite, c'est toutes les cartes roses qui sont dans la mare du collègue qui est à droite. Donc c'est pour ça, quand je vous dis être en symbiose avec sa mare, mais également les mares de nos voisins. Et c'est ça qui va changer un petit peu, c'est vraiment le bon twist du jeu, c'est qu'il ne faut pas regarder que sa mare à soi, parce que sinon c'est vrai que les règles seraient trop basiques. Non, c'est vraiment l'interaction avec les autres mares, c'est ça qui est super intéressant. Allez, le joueur suivant, bon ben voilà, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien il voit que effectivement il peut prendre cet escargot qu'il va placer ici. Voilà, l'escargot dans la colonne de gauche me donnera 3 points par poisson qui sont dans la mare de gauche. Donc là, vous voyez, à la fin de la partie, il gagnerait 3 points parce que j'ai un poisson. Et ainsi de suite. Ce que je peux faire également, bon là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre ça, je vais prendre la grenouille, je vais la mettre dans mon collègue de droite, là, ici. Hop là. Je vais mettre ça ici. Il faut penser que en mettant cette carte ici, ben, je vais donner des points aussi à mon collègue ici. Parce que justement, lui, à chaque fois que je vais rajouter une carte rose, je vais lui donner 2 points. Alors à la rigueur, là, moi, je gagne 4 points parce qu'il y a un escargot de ce côté-là. Colonne de droite, mare de droite, je gagnerai 4 points parce qu'il y a un escargot. Lui, il va gagner 3 points parce que j'ai un poisson. Et lui, en mettant un rose, il gagne 2 points. Donc il va toujours falloir penser au fur et à mesure de la partie, bonus-malus. C'est des choix qu'il va falloir faire justement pour, bah voilà, ça m'a rapporté plus de points que ça n'en donne aux autres. Et ça, c'est intéressant justement dans le jeu. Également, à votre tour, vous pouvez choisir de récupérer une carte pour la mettre à la place d'une carte qui est déjà retournée. Si vous faites ceci, donc j'ai pas l'intérêt de faire ça moi. Bon allez, on va faire ça. Voilà. Je peux très bien choisir ici de remplacer une carte qui est déjà existante, qui est déjà retournée, mais dans ce cas-là, dans mes cartes, s'il y a des cartes non retournées, eh bien, je vais devoir en retourner une au choix. Voilà. Donc, c'est pour ça que les parties vont aller assez rapidement parce que, à notre tour, on va toujours dévoiler une carte, dévoiler ou inverser avec la rivière, une carte qui n'était pas retournée.
et la partie s'arrête une fois que tout le monde a retourné ses 8 cartes. Donc le jeu est super rapide parce qu'en 8 tours, c'est fini. Ça permet de voir un jeu où la mise en place, la tactique ne va pas se faire sur un trop long terme. Je trouve que la partie est équilibrée justement en termes de temps. On va pas me brainstormer pendant 20 ans. On va pas essayer de faire durer la partie justement. Il y a certains jeux qui sont comme ça où parfois on essaye de faire durer la partie un peu pour augmenter son score. Là, ce sera pas le cas. Il y a 8 tours, c'est fini. Et c'est ça qui est intéressant. Je trouve que du coup, ça remplit parfaitement son rôle parce que du coup, les parties sont super rapides. Alors, je sais pas pour combien de temps il était donné ce jeu. Je crois qu'on fait des parties en 15 minutes. Bah voilà, 15 minutes, vous voyez. 15 minutes pour 2 à 4 joueurs. Voilà, 8 ans et plus. Mon fils, il a tout de suite compris le truc. Bon, bah c'est un fils de gamer et c'est un gamer, donc il a 7 ans. Ça a passé tout de suite. Il a tout de suite vu les tactiques. Il a tout de suite vu qu'il pouvait maximiser, minimiser les points. Donc c'est intéressant. À la fin, une fois que tout est retourné, effectivement, bah, on calcule les points. Donc là, hein, voilà, on va dire que j'aurais tout échangé. Voilà. Au cas où il y a un cas que je ne vous ai pas montré. Donc, qu'est-ce que j'ai? Eh bien là, par exemple, une libellule qui me donne 3 points par poisson de ce côté-là, directement 8 points, directement 6 points, 2 points par carte rose dans ma mare, vu que ça fait partie des 4 cartes centrales. La grenouille, bah, ici encore 2 roses pour les tuiles, les cartes de ma mare, 6 points directement, 4 points pour chaque escargot qui sont dans la mare de droite, et 8 points directement, vous voyez. Donc, un principe simple, franchement, j'adore le jeu. Déjà, le design, bah forcément, c'est attirant, c'est sympa. Sans être excessif, c'est hyper lisible, justement. C'est ça qui est bien. Il y a des fois, il n'y a pas besoin d'avoir des trucs qui sont plein de couleurs, tape à l'œil ou trop recherchés. Là, c'est un juste milieu qui est très intéressant. Les dessins des animaux sont super sympas. Il y a de la couleur, juste ce qu'il faut pour que justement ce soit très visible. Vous voyez à l'écran, c'est hyper lisible le jeu. Donc, je trouve ça sympa. Le jeu roule super rapidement et il y a un mode de joueur effectivement. Alors le mode de joueur, qu'est-ce que ce serait? Eh bien chacun, on a nos 8 cartes qui composent notre mare et la rivière, au lieu d'avoir une rivière de 4 cartes retournées, il y a aussi 4 cartes non retournées parmi la rivière. Voilà, tout simplement. Donc un mode pour 2 joueurs, jouable jusqu'à 4. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, hein, franchement. Moi je trouve que c'est un très bon jeu, moi que j'aime bien. Ce week-end, je pense qu'il va tourner beaucoup plus. On fait des parties rapidement. À côté d'autres jeux qui sont un petit peu plus longs, bah voilà, ça permet de le sortir pour jouer assez rapidement, Symbiose. Et en plus, encore une fois, je le rappelle, Subverty essaye d'être le plus clean possible côté écologie, avec une démarche bien particulière, d'essayer d'utiliser voilà, Eco-Friendly Game. C'est une usine, effectivement, qui a des normes écologiques assez strictes, voilà, qui est utilisée. Donc, c'est assez intéressant, assez sympa, c'est mignon, c'est des animaux, c'est bingo. Voilà, tout simplement. Allez, on va revenir. Ah, nous revoici ici. Donc c'était le deuxième projet, encore un éditeur français et encore une campagne qui était passée sur Ulule. Il n'y a pas très longtemps et pourtant c'est déjà sur la table. Alors ça, c'est nickel. Et la troisième campagne dont je vais vous parler, encore Ulule, un éditeur français. C'est son premier projet et c'est pas des moindres parce qu'effectivement ça a de l'ampleur. Je vais vous montrer ça. Alors attendez, il est ici en live, la campagne. On va parler de Boken. Alors Boken, c'est un jeu qui se veut reproduire les sensations des jeux vidéo qu'on avait avant. Rappelez-vous les premiers Zelda, mais voilà, on a passé des heures et des heures. Enfin, moi, c'était surtout ça. Voilà. Eh bien, c'est un jeu qui va essayer de reproduire ça sur votre table. Un jeu qui peut se jouer à 1 ou à 2. Et leur campagne doit se lancer le 2, si je me souviens. Alors, attendez, c'est ici. Et je vais vous montrer leur Facebook qui est là. Alors, leur Facebook, avec justement la petite vidéo, ça va justement, hop, voilà. Ça va vous permettre de voir un peu tout ça. Donc, un jeu qui se veut reproduire vraiment les sensations d'un RPG à l'ancienne qu'on avait sur console. Un truc qui est étonnant pour un primo-éditeur, il se lance aussi sur les plateaux vont être aimantés. Ce qui fait que pour la sauvegarde, ça va être hyper simple. Les plateaux seront métalliques et justement les pions seront aimantés, si j'ai bien compris. Donc, un projet qui peut vraiment nous attirer. Le jeu démarre sur Ulule le 12. J'espère que je vais avoir le temps de faire le montage avant que ça démarre. On va voir si j'ai le temps pour vous faire ça le samedi. Le petit montage, ça devrait être rapide. Donc un projet que je préfère, que je veux mettre en avant. Vous voyez, ça fait 3 éditeurs avec 3 projets intéressants, 3 projets à des étapes différentes de conception et de campagne. Le premier projet, du coup, on se retrouvait avec, hop, je vais couper la fenêtre. Ah bah, hey, il va se calmer l'autre derrière là, voilà.
coupe-moi ta musique. Voilà. Oh. Donc le premier projet, effectivement, que j'ai reçu assez rapidement, c'était Symbiose. Voilà. Une réussite, en plus avec la petite dédicace derrière, parce que j'ai fait partie de la campagne. Un deuxième projet, c'est Set Watch, le troisième opus qui va me faire replonger et je vais me faire engueuler par ma femme. Oui, parce que j'avais vendu un jeu et puis je vais le racheter pour en plus acheter la suite. C'est vraiment pas top. Il va falloir que je vende des jeux derrière hein, pour me faire rattraper. Et à côté de ça, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a Boken qui va nous donner des sensations de jeux vidéo old school de RPG. Et ça, ben voilà, on peut vite plonger. Je vais essayer de me réfréner, mais ça va pas être facile, ça m'attire. Voilà. Donc, jouable de 1 à 2 joueurs. Voilà, c'est tout pour la vidéo. C'était du rapide, j'essaie de vous faire le montage rapidement et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. N'hésitez pas à faire un like, à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette watch. Est-ce que vous êtes un aficionados? Est-ce que vous voulez vous lancer sur le troisième opus? Qu'est-ce que vous pensez de Symbiose? Ah, je connais des gens qui vont être intéressés par Symbiose. Hein. Marie, qui me suit, ça, ce style de jeu, je pense que ça va te plaire. Et puis, n'hésitez pas, des petits commentaires, un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouve donc, comme je disais tout à l'heure, à la prochaine sur la chaîne. Ciao tout le monde!